Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Fabien Cerutti. Fabien est historien, mais on le connaît surtout pour ses romans et son fameux personnage, le bâtard de Kosygane. Salué par la critique, Fabien a créé une série française de fantasy qui marque les esprits et rassemble une communauté de fans. Alors il va nous en dire plus aujourd'hui sur son parcours, les origines de son œuvre, et puis comment il envisage son futur d'auteur. Bonjour Fabien, bienvenue. Bonjour, je suis ravi d'être là avec vous. Avec plaisir. Écoute, on peut même se tutoyer, moi ça me pose pas de problème si tu es à l'aise avec ça. Oui, aussi. c'était un vous de généralisation. Ok, très bien, parfait. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de revenir sur ton parcours, il y a une question que je brûle de te poser en fait, parce que comme tu es j'ai vu que tu étais sur Twitter, qui est l'outil que j'ai utilisé pour te contacter. Ton pseudo, c'est B de Kosygane. Donc, c'est le nom de ton personnage phare, enfin, l'identification de ton personnage phare. Donc, la question que je me pose, est-ce que tu vis avec nous au XXIe siècle ou est-ce que tu es un peu au Moyen-Âge et tu t'identifies à ton personnage? Alors, non, je m'identifie pas à mon personnage et je vis bien dans le XXIe siècle. Mais c'est vrai que avec le temps que prend l'écriture, j'ai quand même un pied dans le Moyen Âge quand même assez fréquemment. Voilà. T'es historien, donc c'est un peu aussi ton univers, ta formation qui te tire aussi par là, vers l'histoire. Ah ça, c'est certain que cette aventure m'a permis de mélanger deux choses que j'adorais, c'est-à-dire l'imaginaire et puis l'histoire. Et alors comment tu as commencé? C'est une question que j'aime poser, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture? Parce que c'est une activité prenante, qui t'absorbe, comme tu disais. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'écrivains dans le domaine de l'imaginaire, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais jeune et j'ai notamment été maître de jeu pendant très longtemps. Et quand on est maître de jeu, on invente des histoires. Et avec l'âge, on s'est moins regroupé, on s'est moins retrouvé avec mes amis. Et en revanche, j'ai commencé à faire de plus en plus de jeux de rôle informatiques. Et il y en a un qui s'appelle Neverwinter Night au début des années 2000, quelque chose comme 2002-2003, qui proposait en même temps que le jeu son moteur graphique, avec la possibilité pour tout le monde de créer des histoires, des aventures grâce à ce moteur. Et donc ça m'a fait envie et je me suis lancé et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter des histoires, l'histoire de mon héros anti-héros, le bâtard de Kosygane, et que j'ai commencé à me lancer. Ça a duré 5 ou 6 ans. Et puis après, j'avais certains entre guillemets fans, je mets entre guillemets parce que c'est pas non plus une communauté extrêmement nombreuse, mais j'avais quelques fans qui m'ont encouragé à transformer ça en véritables écrits, soit en BD, soit en roman. Et après quelques déboires du côté de la BD, je me suis lancé dans l'écriture et effectivement, écrire, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. Et il faut avoir un élément particulier dans le caractère. Et cet élément, c'est ne jamais lâcher. Aller jusqu'au bout. Et ça, c'est très, très difficile. Écrire un petit peu, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font, mais s'accrocher jusqu'à arriver au bout, c'est beaucoup plus délicat. Oui, effectivement, c'est une longue aventure d'arriver au bout d'un roman. Tu parlais de Neverwinter Night, donc tes débuts en fait des débuts du bâtard de Kosygane. Comment ça se présentait? Comment c'était des scénarios les gens pouvaient télécharger, ajouter au jeu et puis. Oui, tout à fait. C'était en fait il y avait plein de choses. Donc moi je fabriquais des scénarios qui s'appelaient des modules pour ce jeu. Donc il y avait dans les fichiers de Neverwinter Night un fichier qui s'appelait module. Il suffisait, entre guillemets, de mettre mon scénario dans l'espace module. Et je mets bien là encore des guillemets parce que en plus du scénario, il y avait ce qu'on appelait des hacks, c'est-à-dire des
des modifications visuelles avec de nouvelles créatures, de nouveaux bâtiments, de nouveau tout, de nouvelles musiques, de nouvelles, plein de choses qui étaient liées au module en question, au scénario en question, et qui, elles, se mettaient dans le fichier Act. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Il fallait quand même faire quelques manips, mais tous les gens qui avaient le jeu pouvaient effectivement télécharger ces modules et jouer. Ok, ça a l'air assez passionnant en fait. Et oui. Parce que c'est mais vraiment Ouais. Alors les modules, c'est vraiment passionnant parce que là, c'est un peu comme un film où on ferait tout. C'est-à-dire, on va choisir les musiques, on va choisir les visages des personnages qu'on va mettre en scène. On va écrire les dialogues. C'est comme si on était une équipe de cinéma et de jeu à soi tout seul. Et D'accord. C'est vraiment un challenge très très intéressant. D'accord. Et donc tu joues encore aujourd'hui à ce type de jeu, type jeu de rôle Alors oui, ça m'arrive. Alors plutôt, de toute façon, je joue toujours parce que le jeu est dans mon ADN depuis que je suis tout petit. Mais je fais moins de jeux de rôle, mais ça m'arrive encore, même un peu en papier de temps en temps, avec quelques amis ou avec mes enfants, ça m'arrive encore. Et puis en jeux vidéo également, mais plutôt en ce moment, je suis plutôt sur des jeux vidéo de stratégie. Voilà. Ok, très bien. C'est quel jeu par exemple que t'occupes en ce moment ? Alors en ce moment, je viens de commencer Humankind, ça ressemble à Civilisation et qui est très bien, qui est très très prenant et très agréable. Et avant ça, j'ai fait la même chose mais dans l'espace avec Endless Space 2, je crois. J'aime beaucoup ce type de jeu de stratégie-gestion au tour par tour sur le long terme. Et en plus, oui, ça te plonge encore dans l'histoire de l'humanité sur du long terme. Je suis fait, encore une preuve. Je suis accro, c'est terrible. Oui, sur le jeu de rôle, ça doit faire 30 ans que j'ai pas dû jouer à un jeu de rôle. Je crois que tu as aimé Donjons et Dragons. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont influencé dans le... Oui, Donjons et Dragons, c'est un petit peu, c'est le jeu d'initiation, de base, de départ. Mais non, oui, il y a beaucoup d'autres jeux qui m'ont beaucoup plus plu. Et notamment, mon jeu préféré, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Ambre, qui se déroule dans l'univers des Princes d'Ambre de Roger Zelazny. Et qui est juste un jeu, c'est le jeu ultime. C'est le seul vrai jeu de rôle auquel j'ai jamais joué. C'est-à-dire que c'est un jeu où il n'y a pas de dés. Okay. Donc tout est dans les caractéristiques et les descriptions et c'est vraiment merveilleux parce que j'ai adoré à Donjons et Dragons, par exemple, passer une nuit entière dans un combat contre un monstre, à lancer les dés, à attendre les bons résultats, etc. Mais très très concrètement, c'est pas vraiment du jeu de rôle. Alors qu'à Ambre, une bataille intense, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Mais par contre, c'est très très intense. C'est-à-dire qu'on voit chaque mouvement dans sa tête. C'est vraiment très cinématographique, très visuel, très rapide et très intense. Et du coup, on reste vraiment vraiment bien sur l'histoire et on arrive très bien à suivre les intrigues et autres. Et c'est passionnant. Voilà, mon jeu préféré. Oui, mais j'imagine du coup, là tu parlais d'action, décomposée par mouvement. J'imagine que ça aide beaucoup pour écrire les scènes d'action, justement. Et oui, ça m'a beaucoup aidé et je fais mes scènes d'action, c'est vrai, un petit peu comme je masterisais à Ambre, c'est-à-dire vraiment avec des descriptions des différents mouvements, avec une intensité, une rapidité, voilà. Bon, en tout cas, j'essaye. Ok, c'est impressionnant. Du coup, tu es passé, alors voilà, t'étais dans le scénario de maître de jeu, tu as fait des scénarios interactifs, et après tu es passé à l'écriture, mais c'est plus du tout la même dimension. Alors déjà, est-ce que tu as commencé par des nouvelles ou est-ce que tu as commencé direct par ton roman ? Non, en fait j'ai commencé direct parce que j'avais en gros il y a quand même eu l'étape BD. Donc après les scénarios, j'ai fait un scénario de bande dessinée qui était entièrement original. Je ne voulais pas que ce soit une reprise d'un des scénarios que j'avais déjà fait. Donc j'ai fabriqué un scénario entièrement original
qui au final n'a pas marché parce que le dessinateur n'a pas dessiné. Il a fait 10 planches en 2 ans, donc effectivement ça n'a pas bien fonctionné. Et donc ensuite, pour écrire le roman, je suis parti de cette histoire que j'avais écrite pour la BD. Donc j'ai transformé l'histoire de la BD en histoire de roman. Voilà comment ça s'est passé. Du coup, je ne suis effectivement pas passé par la case nouvelle. Et moi, je fais plutôt le chemin un peu en sens inverse. C'est-à-dire que maintenant, j'explore les possibilités de ce type d'écriture, les nouvelles, ou plus exactement les romans courts. C'est pas tout à fait la même chose. Okay. C'est plus long les romans courts. Et je trouve ça vraiment très agréable à faire. Vraiment, vraiment très agréable. Donc oui, c'est une manière de faire de prendre des chemins de traverse dans ton univers, dans l'univers que tu as créé. Oui. D'ailleurs, le dernier livre que j'ai écrit, c'est un recueil de 6 romans courts. Et ce que j'aime dans ce format, c'est que il y a presque toute l'intensité d'un véritable roman, avec des personnages qu'on a le temps de creuser un petit peu, avec des aventures qui sont riches et une fin qui n'est pas juste en queue de poisson, une fin qui est une vraie fin. Et tout cela dans un temps qui peut être celui de 2 ou 3 épisodes de séries télé. Donc ça me paraît vraiment adapté à notre monde d'aujourd'hui et je trouve d'ailleurs assez dommage que ce ne soit pas davantage mis en avant aujourd'hui parce que vraiment ça correspond bien à notre société, je trouve. Oui. En plus, tu as une forme un peu de sérialisation, donc tu restes dans l'univers, effectivement, tu parles avec comparaison avec les séries de télé est très bonne parce que ça marche beaucoup aujourd'hui parce que tu as vraiment une immersion et c'est vrai que le cinéma est presque frustrant dans le sens où c'est trop court quoi. Tu ressors, tu en veux. Si tu es passionné par l'univers, tu en veux plus en fait. Voilà, mais alors c'est un peu à double tranchant. On peut dire que quand même une trilogie au cinéma, c'est quand même bien. Après, c'est vrai qu'un film peut être un petit peu frustrant. En revanche, il peut arriver aussi à l'inverse que les séries, justement comme elles ont du temps, parfois elles se perdent un peu en circonvolution. Le rythme n'est pas toujours au rendez-vous non plus. Oui, il peut y avoir le ventre mou de la série là au milieu. Exactement. Ouais. Donc voilà. Les deux ont leurs avantages et les deux peuvent être très bien. Donc en tout cas, il est certain qu'aujourd'hui les romans courts, les nouvelles sont en concurrence avec cet imaginaire audiovisuel et que très clairement on est en train de perdre la guerre dans les grandes largeurs. Ouais. Et c'est bien dommage d'ailleurs parce que il y a tellement d'intérêt à la lecture avec un rythme qui est quand même différent. On est plus posé, on est plus l'imaginaire fonctionne beaucoup plus. Il y a une richesse qui est vraiment très agréable dans l'écrit. Mais c'est vrai que c'est un peu comme la force et le côté obscur de la force. Et l'audiovisuel, c'est le côté obscur. C'est-à-dire, c'est plus facile, plus rapide, mais pas plus puissant. Mais plus facile et plus rapide, ça suffit en général à attirer et à séduire la plupart des gens. Je garde cette comparaison, je l'aime beaucoup. Donc oui, juste pour le dernier livre dont tu parlais, c'est Le secret du premier coffre, c'est ça, aux éditions Mimos. Et alors du coup, pour ceux qui écoutent, est-ce que ça peut se lire indépendamment? Oui. Indépendamment. Oui, tout à fait. Donc on peut commencer par ça peut-être pour rentrer on peut commencer par ça, il y a aucun souci et c'est très bien de commencer par ça et on peut commencer par la série et c'est aussi très bien. Et en plus, elle est faite de telle sorte qu'on peut même commencer par le tome 2 ou qu'on peut même commencer par le tome 3. Okay. Juste, on ne peut pas commencer par le tome 4. Voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est. Mais d'ailleurs, tu imagines que c'est quand même un travail assez complexe de faire en sorte qu'un lecteur puisse entrer comme ça à peu près n'importe où dans la série, mais en fait ça ne sert à rien car la plupart des gens commencent au tome 1 et tant qu'ils n'ont pas lu le tome 4 ils n'achètent pas les secrets du premier coffre et c'est terrible parce que c'est fait de telle sorte qu'on puisse
qu'on puisse vraiment prendre ici ou là, picorer, et c'est pas du tout utilisé, et c'est terrible. C'est la malédiction des séries, et c'est pour ça que souvent les éditeurs sont parfois réticents sur les séries, c'est parce que les séries de romans, c'est parce que effectivement on est scolaire et les ventes diminuent de tome en tome, puisque on perd ceux qui s'arrêtent dans la lecture, et donc voilà, c'est un peu alors frustrant. ce qui est c'est frustrant, je trouve, surtout pour l'auteur, parce que l'éditeur lui a une vision plutôt chiffrée, et si on regarde la vision chiffrée pour l'éditeur, en réalité chaque nouveau tome refait de la publicité pour les tomes d'avant. Oui. Et donc, même si effectivement on a une déperdition en cours de route, chaque nouveau tome relance un petit peu le tome 1, en gros. Donc, ce qui n'est pas inintéressant d'un point de vue comptable, on va dire. Oui, ok, oui, c'est une bonne remarque. On va parler un peu de ton roman, du coup, la série du bâtard de Kosigan. Donc, t'as commencé, ça s'appelait, c'était quoi, en 2014, je crois. T'as publié en 2014. Oui, la publication du premier tome, c'est en 2014, c'est vrai. Ouais, c'est l'ombre du pouvoir. Et donc, comment ça s'est passé en fait? Est-ce que t'as sollicité des éditeurs massivement? T'avais choisi Nemos? C'est eux qui t'ont choisi? Comment? J'ai fait comme pour la BD. La BD, j'avais envoyé. Alors pas tout à fait. La BD, je m'étais déplacé à Angoulême, et en plus j'avais envoyé des exemplaires à tous les éditeurs, et donc au final j'avais trouvé à Angoulême 3 éditeurs qui étaient partants au départ. Maintenant j'y arrive plus, mais au départ voilà, ils étaient partants. Pour la version roman, j'ai fait, comme je ne connaissais à l'époque personne du tout dans cette branche, j'ai fait ce que je crois il faut faire basiquement, c'est-à-dire regarder tous les éditeurs qui peuvent être potentiellement intéressés par le texte, et puis envoyer soit en version numérique, soit en version papier, selon ce qu'ils demandent, et puis attendre gentiment les réponses. Okay. Et donc ce sont les Moutons électriques qui m'ont répondu les premiers, en me disant que ça leur plaisait, que c'était super, mais que leur ligne éditoriale était peut-être un petit peu plus littéraire, entre guillemets, que ce que moi je faisais, et surtout qu'ils voulaient au début le produire quand même, mais ils venaient juste de signer avec Stéphane Plateau pour sa grande série Manèche, etc. Et donc, comme c'est une maison d'édition qui est d'envergure relativement moyenne, disons, ils ne se voyaient pas mener de front 2 grandes séries comme ça sur de longues années. Okay. Et donc, comme les Moutons électriques travaillent en collaboration avec ActuSF et avec Nemos, il s'est trouvé que Nemos, de son côté, était intéressé aussi par mon texte, et que donc ça semblait plus indiqué par rapport à leur catalogue et autres. Donc, c'est chez eux que je me suis dirigé, et voilà. Ok, bah écoute, ouais, bonne nouvelle, parce que tu as pu du coup enchaîner les tomes. J'ai l'impression que tu savais déjà que c'était une série à l'époque avec ce premier tome. Ah bah tout à fait, oui, ouais. Puisque en fait j'avais bien l'intention de raconter l'histoire complète, qui d'ailleurs est loin d'être finie à l'époque du Moyen-Âge en tout cas. Et j'ai bien encore cette intention avec un deuxième cycle qui clôturera complètement la série, mais qui est long et difficile à faire. Ok. Tu t'es déjà lancé dans l'écriture, oui. J'ai tout en tête jusqu'à la fin, mais c'est loin. Oui. Il y a beaucoup de chemins possibles, ouais, effectivement, entre temps. Voilà. Parle-nous un peu quand même du cadre, enfin en tout cas de ce personnage phare qui marque un peu les esprits. Alors le bâtard de Kosigan, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est parce que. Alors le type est plutôt sympathique au premier abord. Il est beau parleur, compréhensif, intelligent, voilà. Donc
Mais on se rend vite compte qu'il est capable d'à peu près tout pour arriver à ses fins, et comme c'est un petit peu son rayon, puisque lui est mercenaire et même capitaine de mercenaires. Okay. Eh bien, il est spécialisé dans la résolution des problèmes les plus graves pour les grandes maisons européennes de l'époque. Okay. Et donc j'ai voulu montrer pour une fois, et surtout dans le tome 1, parfois certains lecteurs trouvent que ce personnage est un petit peu caricatural, dans la mesure où il est hyper fort. Il faut dire qu'il a du sang ancien dans les veines, qu'il est capable de se régénérer et que ça aide un peu. Ah oui. Sauf quand on se retrouve entre les mains de l'Inquisition, auquel cas ça peut plutôt être un inconvénient. C'est d'ailleurs ce qui arrive en cours de route. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas si caricatural que ça, parce que c'est quand même très 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 rare qu'on suive le manipulateur. La plupart du temps, les personnages se retrouvent embarqués dans une quête, ils connaissent pas les tenants et les aboutissants, parce que effectivement, d'un point de vue romanesque, eh bien c'est plus pratique pour l'auteur pour mettre de la tension, pour faire des fausses pistes, des surprises, etc., etc. Alors que c'est beaucoup plus délicat de faire suivre celui qui sait tout, celui qui manipule et celui qui cherche à mener tout le monde, y compris le lecteur, par le bout du nez. Donc, du coup, il est certes caricatural, mais c'est pas un personnage comme on peut les rencontrer si souvent que ça. D'autant plus que, comme on arrive à suivre le fil de ses pensées, on se rend compte qu'il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, et que, par exemple, il peut avoir des remords, il peut avoir des doutes, il peut se questionner sur ce qu'il fait ou sur ses buts, etc., etc. Donc voilà, un personnage apparemment classique, mercenaire, beau gosse, un peu James Bond finalement au Moyen Âge, entre James Bond et Mission Impossible, hein, puisque il a autour de lui toute une compagnie de mercenaires d'élite qui complète, qui l'aide à réaliser les missions qui sont confiées. Mais en même temps particulier parce que souvent c'est lui qui a les clés. Voilà. Donc il mène le jeu, quoi. C'est un peu le maître du jeu. Souvent. Alors pas toujours, parce que même le maître du jeu parfois se retrouve face à ces contradictions, face à d'autres personnes qui elles aussi manipulent et ont leurs propres plans, leurs propres idées. Voilà. On est assez loin d'un monde manichéen ici. On aime tout le monde est gris clair, gris foncé, mais gris. Tout le monde est gris. Ok. Et du coup, pour quand même, la série avait démarré fort. Je crois que tu avais eu plusieurs prix pour le premier tome. Ça a dû aider à préparer la suite aussi, à convaincre, à aider l'éditeur, enfin, à rassurer l'éditeur, etc. Oui, le premier a eu 2 prix. Il a eu le prix Imaginal des lycéens, qui est un prix de lecteur, et c'est vraiment bien les prix de lecteur, parce que déjà, ça veut dire que les gens qui ont vraiment il y a une vraie lecture des livres. Je dis pas qu'il y en a pas dans les autres prix, hein, mais quand ce sont des lecteurs, c'est-à-dire pas des gens spécialisés dans le domaine, ça a un goût particulier, je trouve, et c'est vraiment bien et agréable. Il a eu le prix Futurial aussi, de la Révélation 2015, je crois, quelque chose comme ça. Et puis sinon, la série entière a été primée en 2019 par le Book d'Or de Book en Stock. Et de même, Les Secrets du Premier Coffre ont été lauréats du meilleur livre d'imaginaire par Book en Stock en 2021, cette année. Ok, c'est beau palmarès là pour la série, donc j'imagine que ça te booste pour la suite. Voilà, sachant que parmi ces prix, le plus grand, c'est effectivement le plus grand entre guillemets, hein, c'est le prix Imaginal des lycéens qui a eu le premier tome. Donc c'est bien, oui, ça motive, ça motive, parce qu'on a besoin de motivation face à la montagne à gravir de l'écriture. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a influencé, qu'est-ce qui t'a marqué pour
C'est vraiment Est-ce que tu as été influencé par des classiques ou est-ce que c'est vraiment la fantasy qui t'a bercé là pour construire cette histoire? Bon, alors, moi, je pense que c'est une sorte de creuset général qui inclut de la fantasy, de la science-fiction, du fantastique. Moi, effectivement, je lis depuis que je suis très jeune et à une époque où il n'y avait pas énormément d'autres possibilités que la lecture. Et donc j'en ai usé, abusé, j'ai lu des milliers de livres d'imaginaire. Donc il y a un creuset général. Après, si je cherche des inspirations plus concrètes, il y en a quelques-unes, je pense. Pour le héros, d'ailleurs son nom est une indication. Pour le héros, cette manière à la fois d'être intelligent, de chercher plutôt des ruses que des confrontations directes avec ses adversaires. Je suis allé le chercher plutôt dans de la science-fiction avec la saga qui s'appelle la saga de Vorkosigan. Vorkosigan, plus exactement dans le cas présent, et qui est une saga de science-fiction écrite par McMaster Bujold, je crois. Voilà, dont le héros est plutôt malin, intelligent, un peu méprisé par les siens. Lui, c'est pour son physique, alors que mon héros, c'est plutôt pour sa bâtardise d'origine, puisqu'il n'est pas d'origine noble classique. Il est de naissance illégitime. Mais voilà, il y a cette proximité avec le héros de la saga Vorkosigan, et donc dans mon idée, puisque moi je relis tout le temps, dans mon idée c'est un petit peu le très 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 lointain ancêtre de Miles Vorkosigan. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a quand même Game of Thrones qui m'a beaucoup marqué. Alors à l'époque il n'y avait pas encore la série, il y avait juste les livres. Et qui m'a beaucoup marqué parce que je retrouvais ce que je cherchais, c'est-à-dire un mélange entre histoire et médiéval fantastique, avec un goût historique prononcé. Dans Game of Thrones, il y a un goût historique prononcé, je trouve, et en même temps, voilà, il y a les marcheurs blancs, il y a des dragons, il y a de la magie, voilà, c'est exactement ce que je cherchais, sauf que moi je fais l'inverse, c'est-à-dire que dans Game of Thrones, on est parti d'un monde complètement imaginaire et on y a placé des éléments de notre vraie histoire, et moi je fais l'inverse, je vais dans notre vraie histoire et j'y place des éléments imaginaires, des dragons et des elfes, des choses comme ça, en prenant comme postulat que ces êtres ont disparu et qu'ils ont été effacés de l'histoire officielle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup du bâtard de Kosigan, mais il y a une petite partie des livres qui se déroule 500 ans après et qui correspond à l'enquête du descendant de Kosigan, justement. Pour essayer de déterminer comment tout ça, comment est-ce que tous ces éléments ont pu disparaître de l'histoire officielle. Ok, bah écoute, c'est très très clair et tu expliques bien la manière dont tes influences se sont mêlées avec ta propre série, ta propre saga. Donc c'est. Et puis après, pour la suite, il y aura évidemment des petits parallèles avec les Princes d'Ambre parce que moi c'est ma série fétiche. Et puis voilà, plein d'autres choses. J'adore Jack Vance, j'adore Van Vogt. Enfin voilà, c'est un mélange un peu global qui se fait dans mon âme et qui produit au final mes écrits. Ok. J'ai vu, alors on parlait, très bientôt il va y avoir le salon des Imaginales, le salon littéraire, enfin le festival, etc. J'ai vu que tu étais un habitué en quelque sorte, puisque t'es dans les anthologies, tu as écrit pour les anthologies des Imaginales assez fréquemment. Oui, 3 fois. Et puis, oui, Stéphanie Nico, qui est la directrice artistique des Imaginales, m'a également sollicité pour
écrire un roman court dans l'anthologie qui vient de sortir, enfin qui est sortie il y a peu de temps, sur Napoléon, qui s'appelle Et si Napoléon, donc une anthologie uchronique sur Napoléon avec 13 textes, tous très agréables et très intéressants. Donc là encore un lien avec les imaginales, un lien indirect. D'accord, donc c'est un peu l'endroit où tu te sens à l'aise et tu te retrouves aussi. Alors j'adore les imaginales. Après, j'ai fait récemment aussi le Salon entre les mondes qui est situé à Aurillac, qui était hyper agréable aussi, même si c'est une envergure bien moindre. Oui, je vais y aller pour la première fois et c'est vrai que la taille, le nombre d'invités et l'ampleur du salon est un peu intimidante. Très bien. Et donc alors, il y a une question que je me posais aussi sur, sur ton parcours d'historien. On voit bien comment l'histoire peut aider à créer tes scénarios, construire ton univers. Est-ce que l'inverse, je me suis demandé, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que ça t'aide dans ton travail d'historien, les univers que tu crées? Non, mais je réfléchis, mais non, je crois pas que ça m'aide dans mon travail d'historien, ou alors il faudrait que je devienne révisionniste et que j'affirme à mes élèves que en réalité on leur ment depuis des années. Donc c'est le principe de mes livres, mais je ne l'enseigne pas encore. Ok, non mais moi, je posais la question plus sous l'angle, est-ce que ça te pousse peut-être à creuser des pans de l'histoire que tu n'aurais pas eu envie de creuser non, pas vraiment, sans pas rentrer dans vraiment. tes textes. Okay. Alors un petit chouïa quand même, mais ça c'est pas des choses que je vais pouvoir réutiliser dans mon travail au quotidien. Tu as parlé, alors là on a beaucoup parlé de l'univers du bâtard de Kosygin. Est-ce que tu as des projets alors on a parlé aussi donc la suite, il va y avoir un deuxième cycle dont tu parlais. Est-ce que tu as prévu aussi d'écrire d'autres choses? Là tu parlais d'une nouvelle sur Napoléon. Est-ce que tu es tenté par d'autres univers, peut-être de même? Très tenté, mais il y a une notion de presque inconsciente, mais en même temps qui est très très présente et pesante. Il y a une espèce de notion de devoir, c'est-à-dire que c'est mon devoir d'aller au bout de cette série, et donc il faut que j'y aille. Et j'aimerais bien écrire d'autres choses en parallèle, mais c'est difficile parce que mon temps n'est pas illimité. Et par conséquent, il faut que je choisisse. Et là, récemment, les quelques expériences que j'ai eues, parce que j'avais décidé de tenter de faire de faire une petite parenthèse, n'ont pas été du tout concluantes dans la mesure où j'ai subi quelques coups de couteau dans le dos très désagréables. Et par conséquent, ce que je voulais faire n'a pas abouti. Et voilà. Donc du coup, pour l'instant, je me reconcentre plutôt sur ma série, même si je suis conscient que ça aurait été pas mal là entre les deux cycles d'avoir une ou deux sorties différentes. Mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Est-ce que c'est un texte qui pourrait revivre ailleurs ou différemment? Et malheureusement non, parce que très concrètement, c'était la novélisation des Chroniques de la Lune Noire, qui est une BD que tu connais peut-être de Froideval, et une BD que j'ai beaucoup aimée quand j'étais jeune ado. Et donc Froideval et son éditeur Léa sont venus me voir en me demandant de faire cette novélisation. Et en me disant que ce qu'ils voulaient, c'était pas refaire quelque chose tel quel. Ils voulaient effectivement conserver la trame principale, conserver les personnages avec leur caractère, etc. Mais qui voulaient quelque chose de plus adulte, qui voulaient faire évoluer quand même un certain nombre de choses. Et j'avais globalement carte blanche pour comment dirais-je
Il n'y a pas de mot exact qui me vient parce que c'est pas modernisé, mais même si c'est un petit peu, mais Adapté, en tout ouais. cas Ouais. donner une envergure différente à la série et la rendre un peu plus adulte, etc. Et donc moi je suis parti là-dessus et j'ai écrit tout le livre. Donc j'ai écrit le livre de 400 pages et je l'ai là, il est bien. Hein. Je l'ai fait lire à une quinzaine de personnes qui adoraient la Lune Noire, d'autres qui l'aimaient moins, etc. Donc ça collait bien puisque justement c'était le but, gagner aussi de nouveaux lecteurs, faire quelque chose de plus large que simplement les chroniques. Et tout le monde trouvait ça entre bien et super bien. Mais sauf que effectivement, en fait, Froideval, c'est pas du tout ce qu'il avait en tête en réalité. Et donc lui, ce qu'il avait en tête, c'est globalement reprendre exactement ce qu'il avait fait avec quelques dialogues en plus, et c'est tout. Donc du coup, j'ai été remercié. Donc après 8 mois de travail acharné, quand on y sacrifie ses week-ends et ses vacances, voilà, ça fait pas extrêmement plaisir, et qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui est vraiment bien, hein, de très bonne qualité, et donc c'est quelque chose dont je peux rien faire puisque c'est les chroniques de la Lune Noire. Voilà. Merci, au revoir. Merci d'avoir joué. Donc moi il faut, de toute façon dans ce genre de cas il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part accepter et se dire que les choses ne sont pas toujours roses dans la vie et que voilà, il y a des coups de Trafalgar aussi parfois. Ouais, voilà. Ça arrive. Mais du coup, ça fait s'effondrer le plan que j'avais mis en place avec attention, avec justement une sortie en parallèle des Chroniques de la Lune Noire qui pouvait élargir mon lectorat, plaire à davantage de monde peut-être, ou voilà, des choses comme ça. Mais c'est raté. Bon. On verra la prochaine fois. Ouais, bah oui, je touche du bois. Parce que la novelisation, ça peut donner des résultats assez intéressants. Enfin, voilà. Tu parlais de science-fiction. Est-ce que c'est un domaine où tu as déjà écrit des choses, des prototypes ou des choses? Alors oui, sans faire exprès récemment, comme je te disais, je commence à être un petit peu séduit par le format de du roman court ou de la nouvelle. Et récemment, le magazine Ouzbek Erika a proposé un concours de nouvelles où il s'agissait d'évoquer l'avenir de l'humanité, une humanité qui réussirait plus ou moins à faire face aux défis climatiques et aux autres problèmes qu'elle a. Et donc je me suis dit oui, moi j'ai plein d'idées là-dessus, ça m'intéresse et je me lance. Donc j'ai écrit ma nouvelle. Et puis donc j'ai vu que c'était 15 000 signes et quand je suis arrivé à 16 000, je me suis dit il faut que je vérifie s'il n'y a pas 10% de marge ou quelque chose comme ça. Et je suis allé voir et en fait non, il n'y avait pas 10% de marge, mais surtout c'était pas un concours qui était accessible aux auteurs déjà publiés. Aïe. Donc voilà, j'ai une belle nouvelle, elle est sympa. Du coup, je l'ai étoffée un peu pour le plaisir. Elle fait maintenant 25 000 signes. C'est une nouvelle très très cool. Et voilà, j'ai un petit canevas là de ce qui pourrait me servir à faire un roman autour de ça. Ça pourrait être intéressant. Mais après, du coup, je me trouve coincé avec un nouveau problème qui est le suivant, c'est-à-dire que Le Bâtard de Kossighan, je suis sûr qu'il sera édité. Si je passe à nouveau des mois et des mois à écrire un autre roman, c'est probable qu'il sera édité, mais c'est pas certain du tout. Donc, comme je viens d'en écrire un qui n'a pas été édité, voilà, je suis un peu frileux. Après, tu peux tester, Alors, la nouvelle peut servir sur des appels à texte, et puis sinon, tu peux... Voilà, moi, ce que je pense faire, c'est proposer ma nouvelle un peu à droite à gauche, voir... ActuSF m'a dit que ça pouvait l'intéresser parce que ActuSF va lancer des nouvelles en numérique à très bas prix, ou des choses comme ça. Donc, si effectivement ça arrive, ça serait bien que ça sorte sous ce format-là, par exemple, ou d'autres formats, je ne sais pas. Mais voilà, je vais éventuellement la proposer à droite à gauche, voir ce que les gens en pensent, tester un petit peu, et puis peut-être, pourquoi pas, en faire un livre. Oui, la science-fiction, ça me plaît énormément. Moi,
honnêtement, quand j'étais ado ou jeune adulte, que je lisais beaucoup, pour moi, c'était vraiment le même univers. Même si je vois bien les différences entre la fantasy et la science-fiction, mais pour moi, la fantasy, c'est le rapport entre l'humanité et le merveilleux qui a plus ou moins disparu. Parce que pendant très très longtemps, le merveilleux était représenté par la religion, en fait. C'est-à-dire quand on va voir la Bible, bien c'est plein d'écrits fantastiques. Il y a des géants, il y a des dragons, il y a des monstres dans l'Ancien Testament. Et puis même après les histoires de miracles et tout ça, bon bah tout ça, c'est des histoires, c'est du merveilleux. À partir du moment où la religion disparaît petit à petit de la civilisation et de la société, il y a un besoin quelque part. Il y a un besoin de merveilleux, d'extraordinaire, de choses qui dépassent l'entendement humain. Et je trouve que la fantasy joue bien ce rôle d'amener des éléments dans cet univers. Et la science-fiction, elle part de l'extrapolation, c'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, et on est fasciné d'imaginer ce qui pourra exister demain. Et c'est deux fascinations différentes, mais ce sont deux fascinations qui jouent sur l'imaginaire et qui sont quand même cousines, quoi. Oui, effectivement, moi aussi j'aime les deux pans de l'imaginaire, et je trouve que ça se complète très bien. Alors la fantasy peut être un peu plus j'allais dire décevante, c'est pas tout à fait ça, mais elle peut l'être en tout cas si on lit quelque chose et qu'on n'adhère pas vraiment à l'univers, c'est-à-dire si l'univers nous semble incohérent, pas suffisamment riche, voilà, on peut passer à côté. Mais à partir du moment où il y a, évidemment, c'est toujours l'histoire qui prime, mais si on a en parallèle de l'histoire un univers riche et cohérent, là, il n'y a pas de raison de pas accrocher, je pense, à la fantasy. Il y a aussi un pan, voilà, que j'aime beaucoup aussi, c'est le fantastique, qui est un peu différent, qui est un peu actuel, mais voilà, avec un petit décalage de la réalité qui est intéressant. Moi, j'adore quand le fantastique se mêle d'histoire aussi. Les romans d'Anne Rice, moi, je suis un grand fan aussi. Ouais. Je suis un grand fan. Et puis, ouais, le fantastique, c'est sympa aussi, mais j'avoue que j'en lis moins. J'ai lu, Anne Rice, et puis pas grand-chose d'autre en fait. Après. Du Frankenstein et un peu du Bram Stoker avec Dracula, que des classiques après, un peu de mots passants. Oui, et puis il y a des Stephen King et autres. Alors pour l'instant, j'ai essayé 2-3 romans de Stephen King. T'as pas accroché. Personnellement, j'ai pas accroché au rythme souvent, au rythme. Voilà. Mais j'entends que c'est un immense auteur. Et voilà. Après, évidemment, chacun ses goûts. Oui, bien sûr. Écoute Fabien, merci. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ton actualité. On voit, on attend le second cycle avec impatience. Et puis au plaisir de lire ta nouvelle. Aussi. Quand elle pourra être publiée, elle trouvera un éditeur. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais oui, moi aussi. Et n'hésite pas à tester le roman court dans Et si Napoléon, qui est vraiment sympa, avec un rôle particulier qui est donné à la sœur de Napoléon, qui fricote avec le marquis de Lafayette en sous-main pour négocier avec les États-Unis. Enfin voilà. Ah oui, d'accord. C'est assez sympa. Franchement, j'aime bien ce texte. Il est vraiment agréable. Et avec beaucoup de batailles 19e. Puisque c'est la campagne de Russie et ça chauffe en Russie où il fait froid. Ok, c'est super alléchant. Écoute, merci. Je vais regarder ça. Je vais lire ça avec attention. Et puis au plaisir de se croiser très bientôt aux Imaginales alors. Eh oui, avec plaisir. En vrai,
En vrai. En vrai, et donc voilà, en chair et en os. À distance. C'est ça. Profitons. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, c'était un plaisir de te rencontrer. Et puis, écoute, je te tiens au courant. On reste en contact et puis on se croise aux Imaginales et peut-être d'autres qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Venez nombreux, venez tous. À bientôt. À bientôt. Merci.